D'abord, merci pour ce film. Je me sens concerné parce que je suis arrivé en France il y a un peu plus que trentaine d'années. Maintenant, j'ai nationalité française. Vous pouvez, ouais. Je suis venu de ex-Yougoslavie. Alors, on voit très bien ici que ça ne dure pas d'aujourd'hui. Ça durait de plus longtemps que le socialisme ne se transporte pas comme pomme de terre ou comme les parfums. Les journalistes sont assez dérangés des questions qu'on pose à propos de Corée. Et probablement, il n'est pas tout seul traité comme ça. Oui. Oui, j'ai rien à rajouter, oui. Il y a des choses qui sont des. Alors, Coréa, c'est peut-être pas un gros mot, mais en tout cas, il y a pour eux, mais, enfin, c'est pas une censure peut-être très volontaire. Enfin, c'est une censure volontaire, c'est un manque de curiosité volontaire pour tout ce qui est idée de gauche, possibilité de diriger autrement, d'organiser autrement la société, que comme le préconise l'Union européenne ou que comme le préconisent les États-Unis d'Amérique. Oui, et ne parlons même pas du communisme. C'est un gros mot dans les médias communistes. Ou des mots comme nationalisation. C'est des mots qui ont totalement disparu du vocabulaire médiatique. Ou alors quand c'est cité, c'est vraiment cité comme quelque chose de très négatif. C'est impensable pour eux d'imaginer qu'on puisse gouverner autrement. Il n'y a pas d'exception. Vous avez vu que je pense qu'ici, il y a peut-être des gens qui regardent des émissions qui sont censées être, on va dire, un peu différentes, comme celle de Frédéric Tadei. Vous n'entendrez pas parler. Il ne sait même pas qui c'est. Enfin, si, il connaît ce nom-là, mais il a lui aussi, comme tout le monde à la télévision, un manque de curiosité pour ses expériences progressistes. La personne d'Arte, Elisabeth Quint, c'est pareil. Donc il n'y a point de salut à la télévision, dans les grands médias audiovisuels, on va dire. Il y avait une émission qui avait parlé de l'Équateur et du Venezuela et de ce qui se passait aussi en Bolivie, c'est Là-bas si j'y suis. Mais elle a disparu du spectre radiophonique. C'était la seule qui a raconté ce qui se passait dans ces pays récemment. En tout cas, dans les grands médias, on va dire audiovisuels français. Le journaliste le plus intéressant, le plus intéressé, a priori, c'est celui du Figaro, ce qui peut paraître paradoxal. Oui, Patrick Bell, qui est syndicaliste aussi, il faut le préciser, qui est peut-être un peu atypique au Figaro. Il ne représente pas vraiment la ligne du Figaro, mais le secteur, on va dire, politique internationale ou le secteur Amérique latine, c'est là qu'il écrit dans cette partie du journal, et de très bonne facture, contrairement à ce que vous pouvez lire dans Le Monde ou dans Libération, qui sont totalement anti-chavistes primaires, anti-coréistes primaires, anti-morales primaires. Enfin voilà, toutes ces expériences pour eux, c'est sans intérêt. Au contraire, ils les dénigrent en permanence. Alors que Le Figaro, l'Humanité, le Figaro, la couverture que fait Patrick Bell de l'Équateur ou l'Humanité sont les deux quotidiens qui ont une couverture à peu près correcte de l'Équateur et de ces régimes progressistes latino-américains. Et après des mensuels comme Le Monde diplomatique. Mais c'est difficile de lire des choses intéressantes ou un peu, disons, pertinentes sur ces expériences progressistes dans la grande presse française. Je suis allée voir Raphaël Correa à la Sorbonne. Ah, vous y étiez, d'accord. Oui, ça a été le parcours du combattant parce qu'on a attendu plus de 2 heures et demie. Ils avaient beaucoup plus de monde qu'ils ne pensaient. Il y avait vraiment une queue et tout le monde voulait le voir. Enfin, on a fini par rentrer, ils ont ouvert une salle. Bon, j'ai été très étonnée après de voir que dans les médias, il n'y avait rien. Bon, moi, je lis Le Monde, je collectionne maintenant tous les articles sur l'Amérique latine parce que c'est vraiment l'entreprise de dénigrement, mais à un point, c'est incroyable. Ouais. Et j'ai vu Maurice Lemoine dernièrement sur Télésource, parce que je regarde cette télévision tous les jours. Et il a donné une explication sur les médias français qui est
intéressante. Laquelle? Alors il a dit, les journalistes français n'osent pas faire des articles qui pourraient être intéressants ou aller dans le bon sens sur certains aspects de la politique en Amérique latine. Mais ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas parce qu'ils se feraient repérer. Et ils se mettraient en danger s'ils continuaient à parler de ces pays. Et d'ailleurs, on voit bien là tous ces journalistes. Je ne sais pas si ils veulent pas faire des articles. Ils ne voulaient pas le recevoir, Raphaël Correa. Alors après, il y a des journalistes, enfin des responsables de l'information qui ne savent même pas où est l'Équateur. Hein. Non, mais Après, il y a aussi un manque de curiosité, mais là aussi, il n'est pas, comment dire, il s'explique. On s'intéresse pas à certaines choses. Ouais. On s'intéresse pas à certaines choses. Voilà. Mais en ce qui concerne Le Monde, c'est Paolo Paranagua, pour ne pas le citer, là, qui est le responsable des pages Amérique latine, qui vient de l'extrême gauche. C'était un militant d'extrême gauche. Il a été en Et prison pour expier je ne sais quel Ah égarement de jeunesse, peut-être, il se doit aujourd'hui d'être encore plus à droite que certains et d'être encore plus anti-chaviste et coréiste primaire. Mais il dit des mensonges Absolument, à chaque fois. absolument, oui. Et j'ai écrit au Monde, parce que je suis abonnée au Monde. Et même quand Maurice Lemoine passait sur France Culture, j'ai écrit à la directrice à l'époque. Il faut voir la réponse qu'elle a envoyée. Non, ils ont écarté le Monde diplomatique de la radio, mais le Monde c'est une entreprise, avec El País d'ailleurs, parce que vous avez exactement les mêmes textes et c'est incompréhensible à ce point-là, parce que c'est irrationnel. Dilma Rousseff, je ne sais pas si vous avez vu le dernier article dans Le Monde, en disant qu'elle n'était pas charismatique et que c'était un euphémisme. Enfin, là, ils n'ont pas pu s'en prendre à Evo Morales parce que il va être élu sans problème. Mais enfin, quand même, ils l'ont un peu dénigré. Alors, que penser des médias? Comment est-ce qu'on peut continuer comme ça? Je crois qu'il y a aussi, de la part des Français, des Européens, on va dire, une sorte de néocolonialisme. C'est nous qui avons colonisé, nous, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Anglais, les Hollandais, qui avons colonisé l'Amérique. Et comment ces gens-là vont nous donner des leçons à nous, les Européens de l'Ouest? Mais vous rigolez. Donc, il y a un complexe de supériorité. Qui joue aussi dans certains milieux journalistiques. C'est pas ces va-nu-pieds qui vont nous expliquer comment on doit gouverner nos pays. Donc c'est pas eux qui vont nous expliquer. Parce que quand Correa vient à la Sorbonne, il dit voilà, vous faites des erreurs, vous commettez des erreurs, et j'ai peut-être des choses à vous raconter qui pourraient vous intéresser. Non, ça n'intéresse pas les journalistes français. Alors qu'il avait toutes les qualités les qualités, on va dire, classiques pour être invité dans des grands médias. Il est francophone, il est économiste, il est chef de l'État d'un pays qui a des grandes réussites économiques selon les critères qui sont ceux-là même de ces grands médias, c'est-à-dire un taux de croissance important, un taux de chômage faible, une part du PIB. Mais voilà, non, ça leur convient pas. C'est pas leur logiciel, c'est pas leur manière de penser. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi un autre modèle? C'est pas possible qu'il y ait d'autres modèles que celui qu'on vous impose à vous, les Européens. Mais il n'y a pas seulement les journalistes, parce que moi j'essaye de parler autour de moi aux gens que je connais de l'Amérique latine, mais je vois que je les ennuie. Alors c'est terrible. Alors, est-ce qu'ils ne veulent pas savoir qu'il y a un endroit dans le monde où les gens ont repris une certaine dignité, où ils ont de l'espoir? Je ne sais pas. Ce qu'a fait aussi Correa, qui n'est pas dit dans le film, là, je crois, c'est qu'il a inversé le flux migratoire. Avant, l'Équateur était un pays d'immigration très importante, avec je ne sais pas combien de millions même d'Équatoriens en Espagne. En Espagne, vous aviez la plupart des employés, des gens dans la restauration, enfin beaucoup qui étaient équatoriens. Et là, alors à la fois avec la crise en Europe, mais aussi à cause des mesures incitatives de retour en Équateur, et puis avec l'amélioration de la situation économique en Équateur et sociale, beaucoup d'Équatoriens sont rentrés, la plupart, et surtout les Espagnols vont maintenant travailler en Espagne. C'est-à-dire que le flux migratoire a été inversé en 8 ans. C'est quand même incroyable. Ça doit faire l'objet de tout un tas d'articles, de reportages, de documentaires sur c'est quoi ce pays qui a inversé son flux migratoire, ce pays pauvre qui a inversé son flux migratoire. Rien, aux presses. Et il disait il n'y a pas bien longtemps, Correa, qu'un envoyé des Nations Unies
pardon, Oui. un envoyé des Nations Unies est venu pour vérifier un peu comment vivaient les étrangers. Il y a beaucoup de Colombiens à la frontière oui. qui sont là. Alors il a demandé où sont les camps. Mais il a dit mais il n'y a pas de camp Mais non, il ici. n'y a pas de camp. Ils vivent Ils sont dans le intégrés à la pays. population. Ouais. C'est ce que raconte Mylène Solois, là, qui était récemment en Équateur, dans la partie amazonienne de l'Équateur et, Ouais, et de la c'est ça, Colombie, ouais, et qui a ouais, pu ouais. observer de ses propres yeux, justement, cela. La Colombie qui est un pays en guerre, hein, qui a une guerre civile depuis maintenant 50 ans en Colombie, et il y a beaucoup de Colombiens qui émigrent en Équateur. Juste une petite remarque en parallèle entre les deux films, c'est que dans le premier, il y avait de la part de la classe ouvrière, enfin de l'ex-classe ouvrière, une intériorisation du système tel qu'il était et l'impossibilité d'en sortir. Et chez les journalistes, c'est exactement la même chose. On ne peut même plus penser autrement. Je ne pense pas qu'il refusait vraiment d'inviter Correa, c'est qu'il ne le connaissait pas, il ne le voyait pas, et c'est une quantité négligeable. Il n'y a pas d'alternative. On intériorise ça. Parce qu'effectivement, ce serait une bête de médias. Il présente bien, il joue de la guitare en plus, ça serait extraordinaire. Pour un journal ou pour une émission de télévision, c'est un excellent invité. Mais ce manque de curiosité est politique, hein. Enfin, il n'est pas anodin. Ils savent vous parler des divergences entre telle fraction de l'extrême droite, entre Dieudonné, entre machin. Ils sauront vous dire tout ce qu'il faut là-dessus, mais ils ne savent pas ce qui se passe en Amérique latine. Et c'est un manque de... Et c'est pas par hasard, c'est parce que ce qui se passe en ce moment en Amérique latine, ce sont des choses qui vont dans un sens qui ne leur convient pas. Ouais, je mettrais un petit bémol quand même, pas tous les journalistes, parce que rien que bon, le Veil, c'est un super numéro là, hein. Mais lui et puis celui de l'Express, je crois, là, il précise Christophe quand même Barbier. très bien, oui, que bon, faut pas trop éduquer, instruire, communiquer. Je veux dire, il y a quand même pas que l'internalisation, il y a aussi le fait que c'est bien que ça reste comme ça pour plein de gens, pour plein d'intérêts, et que bon, voilà, faut pas trop en dire non plus. Déjà, qu'il y ait plein de monde à la conférence, enfin à la Sorbonne, c'est bizarre. Je me rappelle de Chomsky aussi, quand il était passé à la mutualité. Alors, Tadei avait réussi à le grappiller un peu, je crois, mais enfin, si on n'est pas comme ici au courant, on ne le sera pas, hein. Ouais. Le film est en accès libre sur Internet là, depuis une semaine. Donc vous pouvez le communiquer à d'autres personnes, vous pouvez faire passer l'information. Si vous souhaitez d'ailleurs soutenir le projet du deuxième épisode, là il y a des petites cartes postales que vous pouvez distribuer, faire circuler. Puisque maintenant l'objectif c'est d'arriver à aller enquêter, faire le boulot qu'ont pas fait ces grands médias en Équateur, une enquête indépendante, je dis bien indépendante, c'est pas une enquête financée par le gouvernement équatorien, donc avec aussi des questions qui fâchent, par exemple pourquoi en Équateur on n'a pas le droit d'avorter pour les femmes, comme dans la plupart des pays d'Amérique latine d'ailleurs, c'est pas une exception, à l'exception de l'Uruguay et de Cuba, l'avortement est interdit et pénalisé dans les pays latino-américains. Donc, mais on va aussi raconter ce qui se passe d'intéressant et faire cette enquête que pour l'instant on n'a pas vu arriver ici. Voilà. Mais c'est vous qui allez la financer, hein. C'est vous qui allez la financer. Si vous voulez qu'elle existe, on n'a pas trop le choix. Oui, ce sera justement intéressant, j'espère que vous irez, d'interroger également les ministres. On va essayer plutôt d'aller voir ce qui se passe sur le terrain, hein, plutôt que d'aller voir des institutionnels ou des... On va aller voir ce qui se passe sur le terrain. Le travail d'ailleurs qu'on fait pour la presse écrite, des gens comme Jacques Bell, comme Maurice Lemoine ou comme Mylène Solois. Voilà, on va aller sur le terrain plutôt voir la vie quotidienne des gens, quoi elle a été transformée, les universités, là, ce grand plan de formation dont parle Lemoine, Maurice Lemoine. On va plutôt aller observer ces choses-là et essayer de ne pas être trop angélique, tout en partant avec une énorme bienveillance à l'évidence. Ouais. À propos de la, ça n'a pas un rapport direct, mais à propos de la dette, beaucoup de gens nous disent oui, c'est bien joli l'Équateur, mais ça se passe, c'est pas du tout les mêmes conditions. Par exemple, parce que l'Équateur a renégocié, a restructuré sa dette publique, hein, pour finir par la faire descendre à moins de 30% du PIB, hein, du produit intérieur brut. On nous dit que c'est pas possible ici, en Europe, c'est impossible et tout. Il y a un article dans le Monde diplomatique de ce mois-ci signé par Jean Gadré que je vous
conseille vivement pour avoir justement des arguments. Et tout un collectif pour un audit citoyen de la dette, le CAC, je pense que c'est un sigle un peu en référence à un autre CAC, a travaillé pendant 3 ans sur cette question et a établi que la part illégitime de la dette française, celle que l'État serait fondé à ne pas rembourser, s'élève à 59% de son montant actuel. Et là, vous avez tous les arguments, tous les chiffres, les explications par rapport à cela. Donc servez-vous aussi de ces outils, parce qu'on va vous dire non, mais c'est pas possible, c'est impensable de réduire la dette, voilà, comme l'a fait l'Équateur. Mais si c'est tout à fait envisageable, et vous avez tous les éléments, les arguments ici. Monde diplomatique de ce mois-ci. Qu'est-ce que... Aussi, ce qui est intéressant, c'est quand même que l'Amérique latine, bon, il y a l'UNASUR, mais ils sont en train de lutter aussi pour les autres. Parce que quand vous voyez l'histoire des fonds vautours, comment l'Argentine se bat, mais c'est magnifique. Et ça, bon, on a eu quelques articles là-dessus. Et pourtant, beaucoup de pays vont être touchés si, le tribunal... Oui, Vous en avez un là. il n'y a que là qu'on peut lire, parce que les explications dans Le Monde, c'était l'horreur aussi. Il disait pratiquement que la présidente, en fait, avait dépensé de l'argent. Et comme elle expliquait, moi, j'étais pas née, je suis née en 1953, et je sais pas moi qui ai fait des dettes comme celle-là. Le Monde a titré que l'Argentine avait fait faillite. Oui, c'est ça. C'est totalement faux. Ouais. L'Argentine est en défaut de paiement pour des raisons qu'il faudrait expliquer, mais la faillite, c'est autre chose. C'est un mot précis, une faillite. Ouais. Le Monde a titré, il y a 1 mois ou 2 mois, je ne sais plus, à propos de l'Argentine, que l'Argentine était en état de faillite, ce qui est tout à fait faux. Le gouvernement argentin doit faire un procès au Monde pour diffamation. Ils vont payer. Ils l'ont pas fait, parce qu'on hurlerait à la liberté d'expression en disant des conneries. Le Coréen n'a pas eu peur, lui, de sanctionner des journalistes ou des journaux qui racontaient des conneries, qui racontaient des choses qui sont fausses, tout simplement. Il a été accusé d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Vous faites condamner les journalistes et vous faites partir en prison, ce qu'a fait Coréen. Il a été gracié, le journaliste en question. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit, si vous êtes sanctionné, et les sanctions, si vous manipulez l'opinion, si vous raconter de telles contre-vérités en sachant pertinemment que ce sont des contre-vérités, vous devez être sanctionné. Et Correa n'a pas hésité à le faire, ou son gouvernement plutôt. Autre chose, la loi, je crois que c'est Maurice Lemoine qui le dit, ça sera intéressant pour nous, la loi, la constitution équatorienne ou la loi, je ne sais plus, a réparti le spectre audiovisuel en 3, un secteur privé de 33%, un secteur public de 33% et un secteur communautaire et associatif qui n'existe pas en France, qui n'a pas d'existence en France, de 33%. En France, vous avez 80%, c'est le privé, 20%, même peut-être 15%, c'est le public, le spectre audiovisuel, mais il y a des gens qui avaient essayé de créer des télés associatives ou créer un tiers secteur audiovisuel il y a une dizaine d'années, notamment les gens de Zaléa TV, qui sont ensuite devenus les mutants de Pangée, qui ont fait le film sur Chomsky. Il n'a toujours pas d'existence, ce secteur-là. Donc ils ont peut-être beaucoup de leçons à nous donner, ces gens-là. Et on ferait bien d'être un peu humble. Exactement. Et c'est comme la bataille que menait le Venezuela contre Exxon. Ils viennent de gagner. Et en fait, on présente ça comme qu'ils auraient été condamnés à payer, alors que c'est assez complexe. Moi, je ne comprends pas toujours tout dans cette histoire, mais enfin, on présente ça déjà comme le Venezuela doit payer, je ne sais plus combien, j'ai oublié la somme, mais ce n'est pas ça du tout. Et là, c'est un problème de souveraineté, puisqu'ils reconnaissent que le Venezuela avait le droit de nationaliser ça, c'est un terme aussi, c'est malheureux, mais le terme souveraineté qui est utilisé par ces pays, aujourd'hui est devenu l'attribution de l'extrême droite, et plus personne à gauche n'ose utiliser ce terme de souveraineté, alors que c'est un terme qu'on doit se réapproprier. C'est l'objet du dernier bouquin de Lordon, d'accord, je ne l'ai pas lu. Ouais. Il faut se réapproprier ce terme, il faut le porter haut et fort, souveraineté, oui. Le peuple aussi. Ouais. Excusez-moi.
qui pourrait être intéressant aussi, c'est de comprendre comment Correa, en arrivant au pouvoir, a pu transformer la machine gouvernementale. Parce qu'il est arrivé dans un pays où, je suppose, les structures n'étaient pas tout orientées vers la politique qu'elle allait mener. Donc il y a dû avoir des résistances, des heurts, des conflits extrêmement importants. Donc ce qui est fait sur le terrain, très bien, mais aussi comment est-ce qu'on a pu mener ce genre de politique? Alors, il a bénéficié, Correa, des circonstances historiques. C'est-à-dire, le pays était dans un tel état lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2007. Il avait été ministre des Finances du gouvernement précédent, qui était un gouvernement complètement corrompu aux ordres aux ordres du FMI, en tout cas, pas complètement corrompu le tout dernier, l'avant-dernier. Mais il n'a pas voulu mener la politique d'austérité qui lui était demandée par le président de l'époque. Le Venezuela a aussi connu ce type de situation avant l'arrivée au pouvoir de Chavez en 98. La classe politique était totalement corrompue, le pays était dans un état désastreux, et quelqu'un d'un peu charismatique, sans parti, qui ne disposait pas d'un appareil politique, Chavez, a réussi à arriver au pouvoir parce que les circonstances historiques lui ont permis, pas simplement son propre charisme ou ses qualités, elles ne suffisent pas. Ils ont bénéficié tous les deux d'arriver au pouvoir à un moment où toute la classe politique traditionnelle était discréditée, était totalement discréditée, et plus personne ne pouvait être réélu dans cette classe-là. Donc les gens cherchaient vraiment quelqu'un d'autre, quoi. Il leur fallait quelqu'un d'autre, et ont émergé ces deux figures. Morales, c'est un peu différent en Bolivie. Lui, il vient du syndicalisme cocalero, donc les cultivateurs de coca. Il y a l'histoire du monde indien qui est un peu différente aussi, et la domination des élites, des Indiens par les élites blanches. Bon, en tout cas, en ce qui concerne l'Équateur et le Venezuela, il y a eu cette rencontre entre l'émergence de ces personnes qui combinent des qualités assez rares, enfin, et puis surtout ces circonstances historiques qui ont permis leur arrivée au pouvoir, sans parti, sans avoir un parti. Donc pour Correa aussi, son ennemi, c'est la finance. Pour Correa, oui, le FMI, la Banque mondiale, oui, bien sûr. Il a pas retenu sa veste. Ah non, je crois pas, là, je crois pas. Tout n'est pas rose en Équateur, mais c'est bien plus rose qu'ici. Voilà. Pour ce qui est de notre ennemi, c'est la finance, de la manière dont les médias ont fabriqué ce faux candidat de gauche qui s'appelle toujours François Hollande, et avant, ils ont essayé de nous faire croire que Dominique Strauss-Kahn était aussi un candidat de gauche, les grands médias en tout cas. Le petit film qu'on a réalisé avec Julien Brigaut, avec Aurore Van Opstal et avec Nina Faure est assez éloquent. On posait la question avant l'élection de 2012 à des gens comme Nicolas Demorand, qui dirige à l'époque le journal Libération, ou Laurent Geoffrin, qui aujourd'hui dirige le Libération après avoir dirigé le Nouvel Observateur. Pourquoi vous obstinez à présenter François Hollande comme un candidat de gauche, qu'il n'est pas, c'est un candidat de centre-droit. Et là, il y a eu une manipulation de l'information extraordinaire, d'avoir fait croire qu'au second tour de l'élection présidentielle, il y avait un choix entre la gauche et la droite, alors qu'il y avait un choix entre le centre-droit et la droite un peu plus dure, on va dire. Mais il n'y a jamais eu de candidat de gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle en France. C'est une invention médiatique. L'aile droite du PS n'a jamais été de gauche. Lordon appelle ça la droite complexée contre la droite décomplexée. C'est pas mal, c'est pas mal.